Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 108. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'analyse qui aura pour but de résoudre une équation fonctionnelle. L'énoncé précis est le suivant: déterminer toutes les fonctions f qui vont de R vers R continues telles qu'elles satisfont l'équation suivante. Cet exercice peut très bien se faire en première année de classe préparatoire pour peu qu'on ait les bagages suffisants autour des équations fonctionnelles, équations différentielles. Ce seront des outils essentiels pour pouvoir venir à bout de cet exercice. Exercice qui est d'ailleurs tombé en oral X il n'y a pas si longtemps que ça. Je voulais vous en partager son exotisme puisque à la vue de cette équation, il est assez difficile de voir de la linéarité se dessiner. Bon, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter autour de cet exercice. Je vous invite donc à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. C'est un exercice quand même très intéressant et qui, on va dire, cache un peu de classique derrière cette affaire, même si l'équation est exotique, c'est-à-dire que ce n'est pas le type d'équation que l'on voit très souvent. Alors, on est parti pour une résolution, et la résolution va se faire comme on fait d'habitude quand on a affaire à une équation fonctionnelle, en analyse synthèse. Et donc on va partir avec un peu d'analyse et voir un petit peu ce qu'on peut dire sur notre fonction f. Dans un premier temps, il faut constater que la fonction nulle est automatiquement solution de cette équation. Voilà. Ça paraît un peu bête de dire ça, mais à partir de maintenant, on va supposer que notre fonction, les fonctions qu'on cherche, sont non nulles. Et donc, cela va nous permettre de dire qu'il existe forcément x0 pour lequel f de x0 est non nul. Supposons do, ré d'avant, que f est non nul. Il existe donc x0 dans R, tel que f de x0 est non nul. Et donc on peut reprendre l'équation fonctionnelle en remplaçant y par x0. Cela nous permet d'écrire que f de x est égal à 1 sur f de x0 fois l'intégrale de x moins x0 jusqu'à x plus x0 de f de t dt. Et donc par conséquent, notre fonction qui était supposée continue est finalement C1, grâce à l'expression que nous venons d'écrire. Je vais écrire donc, pour changer de ainsi. Donc, f est C1 sur R. Et par récurrence assez évidente, maintenant qu'on sait qu'elle est C1, on repasse ici, ça veut dire que cette fonction-là va être C2. Donc la fonction f est C2. Etc. C'est une récurrence assez immédiate. Par récurrence immédiate, f et c infini sur R. Ce qui nous permet de pouvoir allègrement dériver autant de fois que l'on souhaite. Il n'y a pas de problème avec l'équation même de départ si on le souhaite. Très bien, alors avant de me lancer dans de la dérivation, je vais d'abord étudier un tout petit peu cette équation davantage pour mettre en avant quelques aspects sur la fonction f qui vont m'être utiles dans la suite de la résolution. Donc en effet, je peux constater que, on va peut-être l'appeler étoile cette équation. Donc si je reprends étoile et que je remplace y par 0, si je fais ça, je vais me retrouver avec f de x fois f de 0 qui va devoir valoir l'intégrale de x à x de f de t dt. Et donc rien ne m'empêche ensuite de prendre x comme étant égal à x0. Donc si je fais ces deux choses-là, je me rends compte que je vais avoir 0 est égal à f de x0 fois f de 0. Et donc ça met en avant, puisque f de x0 ne peut pas être nul, que f de 0 est nul. Maintenant que je sais que f de 0 est nul, je vais pouvoir mettre en avant un autre truc. Si maintenant je prends x égale 0 et je prends y quelconque, peu importe, eh bien je vais avoir l'intégrale de moins y à y de f de t dt qui va devoir valoir 0. Cela nous indique que la fonction primitive ici doit être une fonction paire.
Si je note grand F, la fonction qui est y associe intégrale de 0 à y de f de t, dt, cette fonction-là est paire. Et par dérivation, ça implique que petit f est impair. Donc, hop, petit f est impair. Cela va rudement simplifier les prochains calculs. Si vous n'avez pas pensé à faire ça avant, c'est pas grave, on aurait pu quand même se lancer dans la résolution de cette équation fonctionnelle à proprement parler en se lançant directement sur la dérivée. Mais là, l'avantage d'avoir fait ça avant, c'est que ça va me permettre de faire beaucoup moins de calculs. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je reprends mon équation de départ et je peux constater que je peux m'amuser à dériver selon x ou selon y, suivant ce que j'ai envie de faire, peu importe. Alors, reprenons notre équation, clac, clac. Je vais dériver selon x d'un côté, selon y de l'autre. Si je dérive selon x d'un côté, je vais obtenir la chose suivante. F de x plus y plus f de x moins y qui est égal à f' de x fois f de y. Si je dérive selon y, je vais avoir f de x plus y. Attention, moins f de x moins y. Attention le moins parce qu'on dérive notre primitive calculée en x moins y. Et donc par composition de dérivation, on va avoir ici la dérivée de ce qui est à l'intérieur qui doit sortir d'abord, fois ensuite la dérivée de la primitive qui donc redonne la fonction que nous avions. Tout à l'heure on n'avait pas de moins parce qu'il n'y avait pas de problème, la dérivée de x plus y ou de x moins y par rapport à x, ça donne toujours 1. Il n'y a pas de souci. Mais ici, bah là on a 1, mais ici on a moins 1. Donc on se retrouve ici avec f de x fois f de y. Très bien, si je redérive selon x de part et d'autre, qu'est-ce que je vais obtenir? Alors, x à gauche et y de l'autre côté, c'est ça que je voulais dire plutôt. On va avoir la chose suivante, f' de x plus y plus f' de x moins y est égal à f seconde de x fois f de y. Et de l'autre côté, j'ai f' de x plus y, j'ai pas oublié des primes, plus maintenant, parce que, attention, encore une fois, composition, f' de x moins y qui va être égal à f de x, et j'ai oublié un prime ici, fois f seconde de y. Et là, vous devriez constater quelque chose d'important, c'est que les deux fonctions que j'ai de part et d'autre sont les mêmes. On a égalité ici avec ici. Et donc cela va nous mettre en avant une jolie petite équation différentielle. Donc on va avoir la chose suivante. F seconde de x fois f de y qui doit être égal à f de x fois f seconde de y. Ce qui peut se réécrire de la manière suivante en choisissant y égale x0, chose que j'ai tout à fait le droit de faire puisque l'équation que je viens d'écrire, elle est vraie pour tout xy, rappelons-le. Donc je peux très bien m'amuser à remplacer y par le certain x0 qui me sera assez utile puisque pour ce x0, je sais que f de x0 est non nul. Et donc je peux m'amuser à diviser, et je vais obtenir f seconde de x moins f seconde de x0 sur f de x0, le tout fois f de, que je ne fasse pas de bêtises, f de x égale 0. Donc je me retrouve avec cette très jolie équation du second ordre, équation différentielle du second ordre, qui n'est pas très difficile en soi à résoudre, puisque ici nous avons une constante, donc cette constante, en fait tout va se jouer par rapport à son signe. Hop, alors je vais effacer un petit peu maintenant. Voilà la place, n'hésitez pas à faire demi-tour sur la vidéo pour revoir des explications s'il y a des choses qui ne vous ont pas paru claires. Excusez-moi. Hop. Bien, alors maintenant que j'ai cette équation, donc comme j'ai dit, tout va dépendre de la constante c, on va l'appeler c, qui est f seconde de x0 sur f de x0. Donc tout va dépendre de ça. Si c est strictement positif, alors j'ai affaire à une jolie petite équation, on peut faire l'équation caractéristique si vous voulez, r carré moins c égale 0, et donc ça veut dire qu'on va avoir racine de c et moins racine de c comme solution, ce qui veut dire que normalement on doit avoir un a exponentielle racine de c x plus b exponentielle de moins racine de c x. Mais n'oubliez pas, on a fait une petite étude
avant de se lancer dans les calculs et on a constaté que la fonction qu'on doit obtenir, ça doit être une fonction impaire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi, il faut avoir une fonction f qui est impaire. Et donc à cause de ça, on ne peut pas écrire n'importe quelle solution, c'est-à-dire que en fait, les solutions en exponentielle, on aurait très bien pu les écrire en fonction de cosinus hyperbolique et de sinus hyperbolique. Et donc, cosinus hyperbolique est pair, sinus hyperbolique est impair, et donc le seul moyen pour que la fonction qu'on obtienne soit impaire, c'est que ça doit être un multiple d'un certain sinus hyperbolique. Donc, la solution qu'on va obtenir est la suivante, f de x est égal à une constante fois sh de racine de c x. Très bien, donc ça c'est la première solution qui semble se dégager. On va continuer à écrire toutes les solutions possibles suivant les valeurs de C. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, il nous restera à faire une synthèse et s'assurer que les solutions que nous avons trouvées fonctionnent, quitte à devoir choisir la valeur précise à prendre pour A, pour B s'il y a la constante B, et puis pour ensuite les prochaines constantes que je vais écrire. Donc, si C est négatif strict, là, cette fois-ci, on va se retrouver avec R carré plus C, des solutions qui vont être complexes. On aurait pu écrire les solutions encore une fois sous un format exponentiel complexe, mais d'une part je veux des solutions à valeur réelle, donc ça fait un peu plus de sens d'écrire les solutions dans un sens réel, et d'autre part je veux une fonction qui soit impaire. Donc à cause de ces deux conditions, je ne vais pas avoir n'importe quoi, donc les solutions s'écriraient en fonction de cosinus et de sinus. Seul sinus est impair dans cette affaire, donc je vais avoir la possibilité d'écrire f de x égale grand B fois sinus de racine de moins c x. Très bien, donc voilà, j'ai déjà deux parts de solutions, c'est plutôt cool. Et maintenant il m'en reste une dernière à trouver. La dernière, ça va être si C est nul. Alors si cette valeur-là est nulle, ce qui n'est pas impossible, il n'est pas impossible que f seconde de x0 vale 0. Pourquoi pas? Alors si ça arrive, ça veut dire qu'on a affaire à l'équation f seconde de x égale 0. Et donc ça veut dire que f n'a pas d'autre choix que d'être linéaire. Donc, elle aurait dû être une solution affine, mais à cause, encore une fois, du fait que f doit être impair, on ne peut pas avoir de partie constante. Donc, ça veut dire nécessairement que ma fonction s'écrit alpha x. Donc avec, on va le préciser maintenant, a, b et alpha des réels. Et je le redis ici, ces solutions sont simplifiées par le fait que f doit être impair. C'est pas pour rien que j'ai fait ce truc-là, c'est vraiment pour simplifier déjà l'écriture des solutions et ensuite l'écriture des calculs qui vont suivre. Bon voilà, on en a pour ainsi dire terminé avec la partie analyse, il reste à faire la synthèse pour vérifier quelle constante on a le droit de prendre. Puisque pour l'instant, a priori, on n'a pas de conditions sur les constantes. Mais il va y en avoir à cause de l'équation qu'on veut satisfaire au début. Je vais l'écrire, c'est parti. Je vais commencer avec la partie SH. Donc bien sûr, je peux oublier qu'il s'agit vraiment de racine carrée de C. Je pourrais très bien juste écrire une constante. D'accord? Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc on va essayer de simplifier un petit peu les solutions et écrire que, en fait, en presque conclusion, donc on peut écrire pour C positif qu'on a affaire à ASH de faut choisir encore une lettre, je sais pas, on va dire lambda x, avec lambda positif strict. On a B, si c'est négatif, B sinus lambda x, si lambda, avec encore une fois lambda strictement positif. Et enfin, après on a toujours notre alpha x que je laisse tel quel. Encore une fois, c'est juste pour simplifier les écritures. Bien, alors je vais calculer l'intégrale. Donc c'est parti, intégrale de x moins y. Donc là on est parti pour la synthèse. Je le précise. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va check si en effet on a le droit de prendre n'importe quelle constante ou si on a des conditions sur les constantes a, b, c ou alpha qui interviennent. Donc là je vais d'abord faire le calcul de a, sh, lambda x, dx. Donc primitive de sh c'est h. Et même là j'ai mis x, c'est pas bien, c'est t. Et donc on n'oublie pas de diviser par lambda à cause de la composition de dérivation. Donc je vais avoir un grand A sur lambda que je peux mettre en facteur. Et entre parenthèses, je vais pouvoir écrire ch de lambda x plus y
moins ch de lambda x moins y. Et comme pour les formules trigonométriques usuelles, il y a aussi des formules pour la trigonométrie hyperbolique. En effet, cosinus de a plus b va pouvoir s'écrire cos a, cos b, mais cette fois-ci plus sin a, sin b dans le cadre hyperbolique. Et donc, en utilisant ces différentes formules, ce qu'on va obtenir alors, ça va être 2 fois a sur lambda sh de lambda x fois sh de lambda y. Voilà ce qu'on va obtenir grâce à une petite formule de trigonométrie hyperbolique qui change essentiellement juste les signes. Et donc, nous avons ici le a et... on va avoir une égalité qu'il va falloir satisfaire, pour l'instant on ne la voit pas encore, mais je viens de calculer ce truc-là, et ce truc-là je veux que ce soit égal à f de x fois f de y. Donc c'est-à-dire que, d'autre part, je peux écrire qu'on a a carré sh lambda x, sh lambda y. Et donc si on veut que ces deux expressions soient les mêmes, il faut s'assurer que a carré soit égal à 2a lambda. Donc, a carré égale 2a sur lambda. Et donc ça veut dire que a égale 2 sur lambda. Voilà. Maintenant, il faut s'occuper de la constante b. La constante b, ça va marcher de la même manière. Hein. Je vais vous faire quand même le calcul. Mais c'est vraiment la même chose. Ah. Donc, si maintenant je regarde intégrale de x moins y à x plus y de... que je fasse pas de bêtises, donc b sinus lambda t dt. Donc primitive de sinus, on ne se fait pas avoir, ça va être moins cos, puisque la dérivée de cos, croissant décroissant, ça doit être quelque chose qui doit être positif puis négatif, mais le sinus est négatif puis positif. Moi c'est mon moyen mnémotechnique pour m'assurer que je n'ai jamais d'erreur, juste d'avoir visuellement à quoi ressemble le sinus et le cosinus, hein. Mais je vous le refais quand même. L'idée c'est ça, le cosinus autour de 0, on a ça, et sinus on a ça autour de 0. Ce qui permet de voir que le cosinus il est croissant puis décroissant, donc le signe qu'on doit avoir de la fonction dérivée doit être d'abord positif puis négatif, ce qui est donc le signe opposé du sinus. Voilà, ça me permet d'assurer... Bien sûr, il y a la technique du cercle trigo, hein, j'en ai certainement déjà parlé avant, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec cette méthode, donc moi je me satisfais très bien de ça, surtout qu'avec cette façon de visualiser les choses, ça me permet aussi d'avoir une idée de ce à quoi ressemble le développement limité du cosinus et du sinus autour de 0. Voilà, on a un truc polynôme de second degré ici, puis ici polynôme de degré 1. Donc voilà, ça aide aussi pas mal de ce côté-là. Bref, donc si j'avance un peu plus maintenant ici, nous avons b sur lambda, et on ne se plante pas parce que du coup on a moins cosinus, et à cause du moins cosinus, on échange le signe des deux éléments, on va avoir finalement cosinus de lambda x moins y, moins cosinus de lambda x plus y. Et là, ça doit être des formules trigonométriques qui vous parlent davantage. En effet, si on développe le cosinus et le sinus, les deux cosinus, pardon, on se rend compte qu'on va obtenir 2 fois sinus lambda x, sinus lambda y. Lambda x, sinus lambda y. Et donc maintenant que j'ai ça, je veux que ce soit égal encore une fois à b carré, blablabla. Donc, ça veut dire que b carré égale 2b sur lambda, et donc vous voyez encore une fois b égale 2 sur lambda apparaître. Il nous reste donc un dernier cas de figure, c'est le cas où on a alpha x. Je vais me permettre d'effacer ça. Hop. Et après on mettra la conclusion totale. Hop. Alors maintenant, si je fais l'intégrale de x moins y avec x plus y de alpha t dt, je vais avoir alpha, et donc primitive de t c'est t carré sur 2, donc ceci va me donner 1 sur 2 qui va sortir, et je vais avoir en fait x plus y au carré moins x moins y au carré, et avec des identités remarquables, rien de bien méchant, on va se retrouver avec 4 fois x fois y, qui va se simplifier par 2, et va nous donner finalement 2 alpha x, y ici. Or, je veux que ce truc-là soit aussi égal à f de x fois f de y, c'est-à-dire alpha x fois alpha y, donc alpha carré x, y. Et donc le seul moyen pour que ces deux choses soient égales, c'est de dire
que 2 alpha est égal à alpha carré. Et donc, ceci n'est possible que si alpha égale 2. Bon, alors je vais écrire la conclusion avec un FUT qui fonctionne un peu mieux. Hop. Et donc, on a terminé la résolution de cette équation. En conclusion, les solutions à cette équation sont 2 points. Donc on va avoir la fonction qui a x associe 2 sur lambda sinus de lambda x. Donc avec lambda, un réel positif non nul. À vrai dire, on pourrait prendre un lambda négatif, ça fera apparaître un moins, mais le problème c'est que si je prends un moins, alors juste pour s'assurer que je peux pas mesurer, donc ouais, oui, alors si je prends lambda égale avec un moins, bah, par simplification, on voit que le moins va se simplifier avec le moins qui est ici. Voilà. Donc a priori, rien ne m'empêcherait de prendre n'importe quel lambda, mais quitte à éviter des doublons, je vais garder lambda positif strict. Voilà. Donc j'ai ça. Comme autre solution, j'ai la même chose, mais avec SH. Encore une fois, lambda R plus étoile. J'ai ensuite la fonction linéaire x associe 2x. Et enfin, j'ai la fonction nulle. Il ne faut pas l'oublier, elle, on a la fonction nulle. Et voilà donc les seules solutions à cette équation fonctionnelle à la suite de l'analyse synthèse que nous venons d'établir. Bon voilà, bah, c'est un très joli exercice d'équation fonctionnelle. Vous aurez pu constater qu'en effet, il y a vraiment des trucs assez classiques dans cette résolution qui me semblent être importants à savoir faire, à savoir manipuler par soi-même. Le fait de lancer une analyse synthèse, ça c'est quand même très classique quand on veut faire une étude fonctionnelle. Et j'aimerais souligner l'importance qu'il y a eu à dire que la fonction f était impaire avant toute chose. Car en effet, ça nous a permis de simplifier énormément la tête des fonctions que nous devrions avoir. Si j'avais pas fait ça, on se serait tapé énormément de calculs. Parce qu'on aurait ici un plus bêta, ici on aurait un cosinus, et puis ici on aurait un sinus, enfin un cosinus hyperbolique. Donc ça aurait été quand même très embêtant dans les calculs si on n'avait pas vérifié dans un premier temps que f se devait d'être une fonction impaire. Donc je tiens vraiment à souligner ce point important qui m'a permis de simplifier énormément les calculs et de me ramener très vite à des formules de trigonométrie assez usuelles, trigonométrie classique ou trigonométrie hyperbolique. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur cet exercice, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ici, ce sera pour me soutenir, ici, ce sera pour vous abonner, n'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne, et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien, et à très bientôt. Salut à tous!